On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'un événement qui se tient en fin de semaine, 25, 26 et 27 avril à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, la capitale du nautisme. C'est le salon nautique qui est organisé par les trois plus grandes marinas, Fortin, Gosselin et Performance Marine. On parle de bateaux, évidemment, dans le neuf, dans l'usager, tous les services connexes. Et vous allez voir quand même, on va découvrir peut-être qu'il y a des aspects de cette capitale nautique que vous ne connaissez pas de Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, une municipalité de 2000 habitants. Avec 600 places de quai, 2000 bateaux en hiver qui sont entreposés là. Donc, c'est quand même assez impressionnant comme entreprise et ça fait rouler beaucoup l'économie. Donc, on va dresser un peu le portrait de l'événement qui s'en vient, mais aussi de ce phénomène du nautisme à Saint-Paul. Mais d'abord, on vous parle d'économie sociale. C'est un nouveau concept qui est inventé à la fin des années 80 et on dresse un peu le portrait des entreprises d'économie sociale dans la région. Le Conseil économique du Haut-Richelieu, CLD, a dressé le portrait de l'économie sociale sur notre territoire. Et c'est intéressant parce que, preuve à l'appui, fiche à l'appui, on a maintenant de façon très concrète une liste et aussi, donc, et on pourra le détailler, donc, comme ça le dit, un portrait des entreprises en économie sociale. Avec nous pour en parler, Josie Brunet, qui est gestionnaire économie sociale au CLD. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Est-ce que c'est pas la première fois, comme telle, qu'on dresse une liste aussi exhaustive du portrait de l'économie sociale dans le Haut-Richelieu? De cette façon-là, aussi pointue, oui, c'est la première fois. Disons que c'est un exercice régional qu'on a fait avec le pôle régional d'économie sociale de Montérégie-Est. C'était premièrement une exigence de l'entente qu'on avait avec les bailleurs de fonds pour cette entente-là. Et c'est une volonté aussi de voir c'est quoi ce bébite-là? C'est quoi le portrait de toute la Montérégie-Est, évidemment? Puis, moi, j'ai fait partie du comité de promotion qui a comme bâti ce questionnaire-là. Et c'était important pour moi qu'on puisse extraire des données MRC par MRC pour que chacun des CLD puisse avoir les données sur son territoire. Ça, c'était bien important. Bon, je me rappelle, moi, dans les années 90, quand on a procédé à la mise sur pied des CLD au Québec et qu'on est arrivé avec ce principe des économies sociales. Je me rappelle encore des premières entrevues que je faisais là-dessus, pour tenter de vulgariser, pour que les gens comprennent ce que c'est l'économie sociale. Et là, on se retrouve 12-15 ans plus tard, et je ne suis pas convaincu, encore une fois, qu'on se promène sur la rue, qu'on fait un petit vox pop, on demande aux gens, c'est quoi l'économie sociale? Je ne suis pas convaincu en tout cas, j'entends pas les réponses d'ici. Là, vous avez tout à fait je vais raison. vous poser la question à 100 Eh oui. C'est quoi l'économie sociale? Ça va coûter pas mal plus cher que 100 je pense, pour y répondre. Parce qu'effectivement, les entreprises d'économie sociale, c'était une volonté du gouvernement Bouchard à l'époque qui a mis en place les CLD en 98. Et puis, il avait tagué une enveloppe à ce moment-là avec les organismes de développement économique en disant on veut que vous développiez ce créneau d'activité-là dans toutes les régions du Québec. Et l'économie sociale, comme son nom le dit, c'est une portion économique, mais c'est aussi une portion sociale. Et on dit, pour le vulgariser, on atteint la rentabilité sociale avant d'atteindre la rentabilité économique. Ah, ça, c'est important, ça. Ça fait une belle différence parce que c'est un mix des deux. Et au final, et vous me corrigerez, Ouais. une entreprise d'économie sociale peut faire du profit, mais en autant que les dits profits soient réinvestis dans l'entreprise. Absolument. C'est ça. Absolument. C'est ça la grosse différence aussi, là. C'est pas une entreprise qui est là pour faire de l'argent dans le sens que ça aide dans les poches des actionnaires. OK? Société par action, ils veulent faire du cash. Mais une entreprise d'économie sociale, oui, ils veulent faire de l'argent. C'est une business. C'est ça la différence aussi qui est importante à comprendre, c'est qu'il faut qu'il y ait un lien marchand entre le client et l'entreprise. Sinon, c'est oui de l'économie sociale, comme par exemple le docteur Julien à Montréal. C'est un entrepreneur social, mais il n'y a pas une entreprise d'économie sociale parce qu'il n'y a pas de lien marchand avec ses clients. Bon. Prenons l'exemple des centres à la petite enfance. Oui. Les CPE. Oui. C'est de l'économie sociale. Voilà. Donc, ça fait travailler du monde. Oui. Ça fait rouler l'économie. Oui. Puis en même temps, quand il y a des profits d'un CPE, on les réinvestit. C'est ça. Mais ça fait pas longtemps que les CPE font partie et qui sont acceptés dans ce secteur-là parce qu'ils disaient qu'ils sont subventionnés. Et d'ailleurs, dans notre enquête, il y avait une des questions. On voulait connaître la perception des gens par rapport à leur mode de fonctionnement, la gestion, tout ça. Et je dirais à ma stupéfaction que beaucoup de CPE ont répondu
Non, nous autres, c'est des subventions qu'on a et ce ne sont pas nécessairement des ententes de principe qu'on a. Bon, dans votre document où on dit l'économie sociale est un levier aux multiples retombées, vous dressez d'abord la liste par une répartition de statuts juridiques, donc ce que vous appelez les coops, les OBNL, donc les organismes à but non lucratif, voilà, et les projets. Oui. C'est quoi la différence entre les projets, les OBNL puis les coops? Ça aussi, les coopératives, c'est vraiment... c'est une entreprise d'économie sociale, oui, mais c'est un membre, un vote. C'est avec un statut, évidemment, différent où il y a un coopérant, c'est un peu le même principe qu'un organisme à but non lucratif, sauf qu'il y a une dimension sociale qui est un peu différente de l'autre. L'organisme à but non lucratif, comme vous l'avez dit tantôt, c'est oui, tout ça, mais c'est aussi dans un but avec une mission sociale. Et quand on parle de projet, c'est que ça aussi, c'est un peu particulier à notre secteur, à notre région touristique. On a, pas notre région touristique, qu'est-ce que je dis là? À notre région géographique. On a voulu tenir compte de tous les joueurs d'économie sociale. Et dans nos organismes communautaires, il y en a qui, à l'intérieur de leur organisme communautaire, ont une petite business d'économie sociale. Je vais vous donner un exemple, le Centre d'action bénévole de Saint-Jean. À l'intérieur de leur organisme communautaire, ils ont une popote roulante, où là, il y a des employés, où là, il y a de la business qui se fait dans le sens qu'ils font de la bouffe, et ce sont des bénévoles qui vont la porter à domicile et ils la vendent aux usagers qui sont à domicile. Alors, à l'intérieur de cet organisme-là, il y a des projets d'économie sociale. Quand on les voit sous forme de pourcentage, 72 de l'économie sociale, c'est des OBNL, 13 des coops et 16 des projets. Oui. Après ça, l'autre répartition, c'est selon le nombre d'emplois. Et ça, c'est intéressant. Dans le fond, 31 des emplois, ce sont, dans le fond, des entreprises de 5 employés et moins. Oui, effectivement. C'est la majorité, là. Oui, bien c'est comme un tiers, dans le fond, là. Parce que là, vous avez 31 5 emplois et moins. Après ça, vous tombez à 22 pour du 6 à 14 emplois, 19 pour 46 emplois et plus, 16 15 à 29 et 12 pour 30 à 45 emplois. Oui. Oui. Mais quand même, on voit que disons, la catégorie 5 emplois et moins est quand même la catégorie la plus élevée. Le tiers, effectivement. Du groupe, là. Oui, parce que souvent, les entreprises d'économie sociale, c'est du fait qu'il y a quand même une importance qui est allouée au social, bien, ça prend du monde particulier pour travailler là-dedans. Alors, c'est pas tout le monde qui adhère. Alors, souvent, ils commencent petits, puis là, ils vont tranquillement se greffer d'autres mondes, développer leur modèle d'affaires et tout et tout. J'ai pas fait le calcul, mais l'économie sociale, ça représente combien d'emplois sur un territoire comme le nôtre? Bien, pour les 32 entreprises qui ont répondu, ça fait 821 emplois. Quand même. Oui. Et si vous regardez dans la partie résumée ici, là, il y a, 21 emplois, mais il y a aussi un paquet de bénévoles qui travaillent de façon bénévole. Donc, plus de 800 emplois. Oui. Donc, des gens qui sont payés. Qui sont rémunérés, effectivement. Qui sont rémunérés, mais aussi s'ajoutent donc tous ces bénévoles qui gravitent autour de ces écoles. 836 bénévoles. Presque la même chose, dans Presque la même chose, en plus des 250 personnes qui font partie de leur conseil d'administration. Alors, c'est presque 2000 personnes qui gravitent autour du secteur de l'économie sociale. Donc, 800 qui sont payés, 200 et plus qui siègent sur les CA, et à peu près autant de bénévoles, 800 quelques bénévoles. Exactement. J'aurais aimé ça qu'on puisse aller plus loin dans notre questionnaire en demandant c'est combien d'heures que ces bénévoles-là ont fait, sauf que c'était pas une donnée qu'on savait que c'est pas tout le monde qui compile ça. Alors, on ne peut pas connaître la valeur marchande de ça. Tantôt, vous parliez d'un tiers, un tiers, un tiers. Là, quand on regarde la répartition du chiffre d'affaires, c'est à peu près un tiers, un tiers. Oui. Donc, autant entre 100 000 et 500 000, entre 500 000 et 1 million, et 1 million et plus. 30 au-dessus d'1 million, c'est quand même impressionnant. Oui. Donc, vous avez 9 entreprises, donc 35 qui génèrent un chiffre d'affaires de plus d'1 million par année. Oui, exactement. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Fait que quand on dit qu'ils ne sont pas là, c'est pas juste des petites entreprises. Il y a quand même de la transaction financière qui se fait là. Mais dans le fond, au cours de ces dernières années, des 10-15 dernières années, on a fait la promotion de l'économie sociale. Parce qu'avant 98... On ne connaissait pas ça. Le concept, on ne le connaissait pas, mais il y avait quand même, dans le fond, des gens qui faisaient de l'économie sociale sans le savoir. Absolument, absolument, définitivement. Parce qu'on regarde... les centres d'action bénévole existaient il y a 20 ans. Là. Oui, on regarde ici l'année la plus ancienne, c'est 1967, ici sur le territoire. Puis l'année moyenne de fondation, c'est 1990.
Quel est l'avantage pour le Conseil économique CLD de dresser un portrait aussi exhaustif de l'économie sociale? Bien, ça vous donne quoi? Ça vous aide en quoi? ce que ça nous donne pour nous autres, c'est de, bon, évidemment, en sachant qui on est, c'est plus facile de nous amener un peu plus loin. Parce que maintenant, sachant ce qu'on est, on sait ce qu'on n'a pas, on sait ce qu'on voudrait avoir, puis ça va nous permettre de, oui, nous faire connaître, nous faire reconnaître. Puis, il y a justement le 29 avril prochain un forum qui est organisé par le Chantier de l'économie sociale qui veut faire réaliser aux municipalités, donc aux élus, qu'il y a un merge à faire par rapport aux différentes problématiques sociales qu'on peut vivre, puis le target là, de l'économie sociale qui est là. Alors, il y a une journée de formation, un forum le 29 avril. On souhaite qu'il va y avoir beaucoup d'élus parce qu'ils vont nous, dans l'après-midi, il y a des ateliers pour nous donner différents témoignages de success story pour des municipalités qui avaient des problématiques et qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu grâce à des projets dans ce sens-là. Justement, quand on dressait la liste en début d'entrevue, je parlais des CPE, des centres à la petite enfance. Oui. Juste pour en nommer quelques autres, il y a COFRE, Carrefour Jeunesse Emploi, les centres d'action bénévole, vous l'avez dit tantôt, Famille à cœur, Jeunes Mères en action, La Porte ouverte, même l'Atelier du Richelieu ici, c'est un organisme à but non lucratif. Oui. Il y a aussi le Centre de plein air l'Estacade, les ateliers industriels Saint-Jean. C'est d'ailleurs la seule entreprise adaptée dans Montérégie-Est. C'est vrai. Oui, absolument. La Corporation du campus Fort Oui, Saint-Jean. tout à fait. Donc, tout à fait. ça, c'est de l'économie sociale. Oui, votre voisin ici, Magim, il vient de découvrir qu'ils sont une entreprise d'économie sociale. Il ne le savait pas? Non, non, c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'on ne le sait pas. C'est comme, bien voyons, c'est quoi ça, cette affaire-là? C'est quoi vos... Bien oui, vous en êtes une entreprise d'économie sociale, et une belle à part ça. Oui. Donc, ça dresse un peu le portrait. Ça, c'est des... Si parfois les gens sont curieux et tout ça, donc on peut retrouver C'est disponible sur notre site Internet au CLD. Sur le site, donc au Richelieu avec le trait-d'union.qc.ca. Oui, absolument. Bien, Mme Brunet, merci beaucoup. Donc, si on a pu encore une fois, et peut-être on le fait peut-être pas assez souvent, donc de vulgariser encore une fois ce que c'est que ce concept d'économie sociale. Peut-être que vous travaillez dans une entreprise d'économie sociale, puis vous ne savez peut-être pas. Donc là, maintenant, vous allez pouvoir le savoir davantage et savoir aussi en même temps, je pense que c'est important de mesurer le chiffre d'affaires, le nombre d'emplois, le nombre de bénévoles impliqués dans ces entreprises. J'aurais peut-être le goût d'apporter une précision, c'est que vous avez dit tantôt d'entrée de jeu que l'économie sociale, c'est pas connu. Je dirais que ça fait 10 ans qu'ils essaient de s'entendre sur une définition claire de l'économie sociale et elle n'est pas faite encore. Alors, on espère qu'avec la loi cadre, ça va finir par se régler. Madame Brunet, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Latour. Restez avec nous, on vous revient immédiatement après ceci. Parlons de nautisme, parlons de bateau. Il y a un salon important qui se tient en fin de semaine, 25, 26 et 27 avril, dans la capitale du nautisme qui est Saint-Paul de l'Île-aux-Noix, où il y a plusieurs marinas qui y participent. Notamment, c'est le cas de la Marina Fortin. Avec nous, Pierre Fortin. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Eric. Moi, ça me fascine à chaque fois que je traverse le village de Saint-Paul et l'Île-aux-Noix. On regarde ça il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans. Les marinas ont grossi. Vous avez des gros bâtiments, des salles de montres. Qu'est-ce qui s'est passé à Saint-Paul-l'Île-aux-Noix depuis 30 ans? Écoute, c'est une histoire d'amour avec la rivière Richelieu, le lac Champlain, les amateurs de bateaux de plus en plus qui viennent à Saint-Paul, qui est reconnu comme la capitale du nautisme au Québec. Mais qu'est-ce qui fait que le phénomène a pris autant d'ampleur? Parce que, tu sais, je me rappelle, quand on était jeune, on allait sur le bout du quai, on arrêtait à la cantine, on allait pêcher, puis c'était des marinas tout à fait relativement, de proportions relativement moyennes. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les marinas Saint-Paul ont le moyen de leurs ambitions, puis d'avoir des gros bâtiments comme vous avez? Bien, c'est sûr que c'est une chose comme moi. Bon, depuis 1955, l'entreprise de la Marina Fortin existe. C'est mon grand-père qui a débuté ça. Ensuite de ça, mon père et puis mon oncle qui ont bâti ces édifices. Et puis avec les années, bon, disons que ça a grossi, ça a grossi. Puis les différents concessionnaires sont aperçus qu'à Saint-Paul, il y avait un engouement vis-à-vis le nautisme. Puis les gens venaient ici, étant donné la proximité du lac Champlain,
qui est très beau. Et puis en même temps, avec Saint-Jean-sur-Richelieu, qui faisait un tout là, qui était vraiment exceptionnel. Est-ce qu'en même temps, est-ce que c'est une façon de contrer, disons, certaines marinas du côté du lac Champlain, notamment Rouse's Point, où il y en a certaines là, qui étaient devenues assez grosses, de dire, bien, regardez, nous autres, là, vous pouvez arrêter avant la frontière américaine, puis on va être capable de vous servir adéquatement, là. Bien, c'est sûr. Tu as raison, Eric. C'est sûr que nous autres, en réalité, avec les gens qui avaient des bateaux aux États-Unis, les Américains, les Canadiens qui allaient se promener au lac Champlain, comme tu dis, les gens passent par la rivière Richelieu pour aller au lac Champlain, arrêtent à Saint-Paul parce qu'on est reconnu à Saint-Paul-Launois comme des entreprises qui sont excellentes dans le service, qui ont toutes les facilités, que ce soit pour maintenir les bateaux, pour entretenir les bateaux, les sortir, que ce soit de la grandeur qu'on va. Là, on parle de bateaux qui ont quand même là, plus de 20 mètres. Là. C'est énorme. Oui, oui. Bon, quand je parlais tantôt des salles de montre, et c'est ça le bout que je trouve impressionnant, parce qu'on le sait, les bateaux, ça coûte quand même relativement cher. Il y a une clientèle, souvent on dit dans le monde, il y a tout le monde qui a de l'argent? Visiblement, ça doit, là, parce qu'il y en a qui s'achètent ça, ces bateaux-là. Chez vous, vous avez combien de bateaux dans la salle de montre? Dans notre salle de montre, en tant que ça, on a aux alentours d'une centaine de bateaux dans notre salle de montre. Une centaine? Une centaine de bateaux qui varient là, du 18 pieds à aller jusqu'aux 51 pieds. Là. OK. Puis entre 18 pieds et 51 pieds, en 1000 $, c'est combien à peu près la différence? Ah, bien là, écoute, c'est sûr, on parle de quand combien? Même... Là? Le plus petit bateau à 18 pieds, c'est combien? Ça? Le 18, on parle d'un bateau qui vaut aux alentours d'une quinzaine de mille. OK. Et puis, on va aux 51 pieds, qu'on parle d'une chose qui est aux alentours de 1,3, 1,4 million. 1,4 million. Eh oui. Et les marinas ont la capacité de supporter cet inventaire-là et tout ça. C'est quand même, ça devient des business quand même importantes, là. Oui, c'est sûr et certain que les inventaires sont difficiles à gérer dans le sens que c'est pas évident qu'on va vendre un bateau d'1,2, 1,3 million demain matin. Donc, c'est sûr que c'est difficile à gérer. On ne vit pas seulement de ces grosses embarcations-là, c'est évident. L'entretien des bateaux, pour nous, c'est tellement important que les gens viennent à l'exposition qui se fait en fin de semaine, voient l'engouement là, vraiment des bateaux puis du nautisme vis-à-vis les Québécois. Bon, il y a une clientèle locale, mais en même temps, vous avez certainement une clientèle relativement élargie de gens qui habitent sur la rive sud ou à Montréal ou même sur la rive nord, à la limite. Là, quand vous regardez ça en proportion, vos clientèles, ils viennent d'où? Oui, on a quand même la clientèle régionale, mais on a aussi beaucoup de clientèle qui vient de Montréal, comme tu dis, de la Rive-Nord, Laval, ces coins-là. Tous les gens qui viennent et qui viennent passer des week-ends chez nous. C'est quoi la différence entre le Salon du bateau à Montréal versus ce que vous allez faire en fin de semaine ici à Saint-Paul? C'est quoi la différence? La différence majeure, c'est que, bon, le Salon du bateau à Montréal, ça se passe en plein hiver, donc c'est sûr et certain que le soleil puis tout ça, c'est moins apparent. Là, on est vraiment dans le nautique. Là, on est à l'eau, on voit les bateaux à l'eau. On va même pouvoir tentativement essayer des bateaux. Donc, les gens qui veulent vraiment, qui sont intéressés à une embarcation, vont pouvoir essayer des bateaux. Là, il y a Marina Fortin, ça c'est vous, Marina Gosselin, la marina qui s'appelle aussi Performance Marine. Oui. Donc, vous êtes 3 marinas? À Saint-Paul, dans l'événement qui se fait en fin de semaine, on est les 3 qui participent, avec la collaboration de la municipalité de Saint-Paul-Launois qui sont impliqués énormément, et de l'Association maritime du Québec aussi. Aussi? Oui. Bon. Comment se passent les relations entre compétiteurs? Parce que visiblement, si vous vous mettez ensemble, c'est qu'en même temps, il y a comme une bonne camaraderie là, qui s'exerce entre les autres marinas. Puis c'est des noms aussi qui, Gosselin, ça fait longtemps que ça existe et tout ça. Donc, Bien, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, bon, on faisait toutes nos petites choses un petit peu de notre côté. Et puis on s'est rencontrés, on a dit, écoutez, tant qu'à mettre un petit peu tous et chacun, on a dit pourquoi qu'on ne met pas un pote, puis qu'on ne dit pas, bon, on va faire de la publicité, on va attirer les gens à Saint-Paul. Puis c'est ça qui a fait que l'événement de la capitale nautique, l'exposition de la capitale nautique est né. Parce qu'en même temps, et je l'ai vu aujourd'hui, vous avez un site Internet qui s'appelle lacapitalenautique.com. Oui. Bon, et les gens peuvent transiter aussi sur le site web de la municipalité de Saint-Paul ou sur chacun de vos sites web, là, Gosselin, Fortin et Performance Marine. Évidemment. Mais en même temps, donc, il existe cette collégialité entre Marina et Saint-Paul. Oui, on espérait attirer quand même plus des concessionnaires de Saint-Paul parce qu'il y en a quand même plusieurs. Malheureusement, on est les 3 seuls à participer. On aurait aimé que les autres embarquent un petit peu plus avec nous. Finalement, on est les 3, mais on n'est pas les seuls à Saint-Paul-non plus. Il y a combien de marinas à Saint-Paul? Il y en a 8 à tout et partout. 8? Mais quand on parle de Fortin, Gosselin et Performance Marine, est-ce qu'on parle forcément des 3 plus grosses? C'est les 3 majeurs, oui. C'est les 3 majeurs.
Il y a combien d'espaces de quais à Saint-Paul-l'Île-aux-Noix? Quand on fait le total des 8 marinas, là, il y a combien de places pour les bateaux? Bien, ce qui est impressionnant, c'est qu'en place de quai, on a aux alentours de 600 places de quai. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est que la petite municipalité de Saint-Paul-l'Île-aux-Noix a aux alentours de 2000 habitants. Puis l'hiver, en entreposage, il y a au-dessus de 2000 bateaux qui sont entreposés à Saint-Paul-l'Île-aux-Noix. 2000? Oui, donc c'est vraiment impressionnant. Il y a plus de bateaux que de résidents l'hiver. Donc, il y a 2000 bateaux qui sont en storage chez vous. Oui. Il y a 600 places de quais. Mais les autres bateaux, ils vont où durant l'été? Ils vont dans d'autres marinas au Ça Québec? va un peu n'importe où. C'est ça qui est le plaisir du bateau, en réalité, c'est que les gens ne sont pas pris à une place. Il y a beaucoup de gens qui s'en vont, qui vont passer l'été sur le lac Champlain. Il y en a d'autres qui le passent sur la rivière Richelieu, d'autres qui sont à Montréal, que ce soit dans le Vieux-Port, que ce soit mais dans qui les marinas de viennent la Chine. mettre leur bateau ici durant l'hiver. Oui, oui. Ce qui est la particularité de Saint-Paul-l'Île-aux-Noix, c'est que les concessionnaires de Saint-Paul-l'Île-aux-Noix sont reconnus pour leurs services. C'est les gens viennent acheter chez nous. Et puis, la raison qu'ils le font, c'est qu'une fois la saison terminée, ils peuvent nous confier leur bateau puis vraiment avoir la tête en paix. Donc, dans le fond, ça vient diversifier un peu la business parce qu'il y a évidemment l'opération de la marina comme telle pour les quais, vous avez la vente, vous avez le service, puis après ça, vous avez tous les services là, durant l'hiver pour stocker les bateaux. Donc, ça veut dire que Saint-Paul devient une destination pour acheter son bateau, peut-être l'opérer ailleurs, pour ensuite revenir chez vous pour obtenir d'autres services ou l'installer durant l'hiver. Définitivement. Définitivement. Il y a beaucoup de gens qui viennent chez nous, qui viennent justement à la vente, qui sont impressionnés de voir les gens. Il y a quand même beaucoup de gens qui se présentent à l'exposition qui s'en vient en fin de semaine. Et puis de voir tout ce qui se passe dans Saint-Paul, la frénésie qu'il y a, qui achètent leur bateau dans Saint-Paul, puis que justement, s'il y a quelque chose, on a toujours des unités mobiles qu'on peut aller, peu importe. Ah ouais. Peu importe où c'est dans le Québec. Ça fait que c'est sûr et certain qu'on dit tout le temps, comme chez nous, quand il y a quelqu'un qui achète un bateau chez nous, on les suit partout. On parlait tantôt de concessions. Est-ce que, exemple, je ne sais pas, vous autres, Marina Fortin, vous êtes dépositaire de quelle marque? Nous, présentement, on est dépositaire de la marque Sea Ray, qui est une marque de luxe de bateaux de fibre de verre. On vend aussi le bateau Méridien, qui est un bateau qui est un petit peu plus chalet, si on veut. Et puis, on a aussi des pontons. Les pontons, qui est la nouvelle mode là, depuis les 3-4 dernières années, qui est la marque South Bay. Et vos compétiteurs, Gosselin et Performance Marine, vendent quoi, eux autres? C'est d'autres marques? Gosselin, eux autres, vendent surtout de la voile. Ils ont quand même aussi des bateaux là, de base ou des bateaux à moteur aussi, mais ils se spécialisent beaucoup dans la voile. Et puis Performance, eux autres, vendent de tout, un peu de tout. Que ce soit du fibre de verre, de la chaloupe de pêche ou du voilier, ils ont pas mal de tout. Bon. Parlez-nous un peu aussi de ce que moi j'appelle la vente de bateaux usagés, parce qu'il y a là aussi forcément un espace pour manœuvrer dans l'entreprise, je présume, parce que, bon, il y en a qui achètent du neuf, mais est-ce que le fait de venir en fin de semaine permet aux gens aussi de voir peut-être certains bateaux usagés qui sont disponibles? Oui, définitivement, parce que le bateau usagé reste quand même un très bon achat quand ça a été bien entretenu, qu'on est capable de voir d'où ça vient, de la provenance et le bateau. Et puis, tout d'abord, que ça ne vient pas du sud, parce que souvent, on a des bateaux qui sont quand même plus endommagés quand ça vient du sud. Ouais, le sel l'endommage beaucoup, mais il y a quand même de très belles occasions dans l'usager. Puis en fin de semaine, on va être capable de le voir là, chez les 3 concessionnaires. Donc, dans le fond, les gens se rendent chez les 3 concessionnaires. On peut aller dans la salle de montre à l'intérieur. Il y en a à l'extérieur. Il y a des bateaux qui seront déjà à l'eau. Pour l'essai. Vous n'avez pas de contraintes avec les inondations? Vous êtes non, correct? Les inondations, sans dire que c'est du passé, mais le niveau de l'eau est normal. Que vous pouvez naviguer sans créer là, des problèmes pour les résidents? Il faut quand même être logique. Il faut faire attention. Il y a des endroits où est-ce qu'on peut naviguer sans qu'il y ait de problème. On ne fait pas par exprès comme de raison de faire des vagues, là, puis endommager le terrain des riverains. Dans les bateaux neufs aujourd'hui, c'est quoi les moteurs qu'on met là-dedans? Ah, écoute, on a des moteurs hors bord qui sont rendus de plus en plus performants, mais on a aussi des moteurs inboard que les gens, là, c'est un petit peu comme un moteur de voiture, qui sont refroidis à l'eau au lieu d'être refroidis par l'air comme une voiture. Et la consommation de carburant, ça ressemble à quoi de ce temps-ci? C'est ça qui fait peur au monde. Le monde dit « Je m'achète un bateau, mais je le sors pas souvent. » Non, écoute, la moyenne des gens font à peu près une centaine d'heures par année. Donc, c'est sûr et certain que oui, on peut considérer que la consommation est quand même énorme, sauf qu'en faisant 100 heures par année, souvent, on est sur le bateau, pas nécessairement en roulant. Des fois, on va passer un après-midi, exemple, à Saint-Paul, on a le Fort-Lennox, l'île aux Noix, les gens sont à l'ancre, ils vont faire un pique-nique, ils vont passer la journée sur le bateau, mais ils ont fait peut-être 2 heures de bateau, c'est tout.
Donc, tu passes la journée ou la fin de semaine, puis tu n'es pas obligé de dépenser en fou. Donc, c'est un rendez-vous dans la capitale nautique du Québec, à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, en fin de semaine, 25, 26 et 27, auprès des marinas Gosselin, Fortin et Performance Marine. Donc, si vous désirez en savoir plus sur le monde du nautisme, les bateaux neufs, les bateaux usagés, tous les services qui sont offerts, bref, c'est le temps d'y aller en fin de semaine. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente notre babillard quotidien. Vous savez que la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu surveille toujours de très, très près la crue des eaux. Il y a des hauts, il y a des bas. Évidemment, les aspects ne semblent pas être réunis là, comme en 2011, mais quand même, si vous désirez suivre ça d'heure en heure, vous pouvez aller sur le site Internet dont l'adresse est affichée actuellement à l'écran. À chaque semaine, on vous présente une émission qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous résume les travaux du Conseil de ville. C'est rediffusé également sur notre site Internet. Télébingo, il y a 3 500 $ en prix à chaque semaine, dont la carte pleine à 2 000 tous les dimanches matin, 9h30, en direct au câble 9. Pour acheter vos livrets, il y a une trentaine de dépositaires dans le territoire que l'on dessert. Donc, un petit peu partout. Pour avoir la liste, vous allez sur le site Internet de la télé, vous téléphonez ici pour obtenir la liste des dépositaires. Voici les coordonnées de la télé du Richelieu. Pour me joindre directement par courriel, Éric Latour commercial tvhr9.com. Visitez notre site Internet pour voir ou encore revoir des entrevues que vous avez peut-être manquées. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Et ériclatour.com est diffusé tous les jours de la semaine, lundi au vendredi, à 10h, 17h, 22h, 1h30 la nuit et on rappelle le dimanche entre 16 et 18h30. On se donne rendez-vous demain, le prochain rendez-vous d'ériclatour.com. On vous parle de l'opération Grand Nettoyage et aussi du Jour de la Terre. À demain.